Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Avec Les Petits Pouvoirs, publié aux éditions du Théâtre Ouvert, Charlotte Lagrange propose une pièce de théâtre habitée par des personnages fantomatiques, à l'image des évaporés au Japon. Un couple d'architectes installés dans l'agence Nao, fruit de leur amour et de leur collaboration, tente de gagner le projet de reconstruction d'une île japonaise désertée. Cependant, ils doivent obtenir l'aval du grand architecte Toshinori. Ce duo est bouleversé par l'arrivée soudaine de la jeune stagiaire. Jeu de dupes, harcèlement au programme, c'est parti. Bonjour Charlotte Lagrange. Vous êtes une autrice de théâtre vivant. Quel est le chemin qui vous a mené au théâtre ? C'est un long chemin, puisque je savais que je voulais faire du théâtre depuis un moment. Mais je ne connaissais pas le biais par lequel je voulais passer. Du coup, j'étais à Strasbourg au lycée et j'ai découvert qu'il existait un poste qui s'appelle dramaturge, qui en France n'est pas d'abord l'auteur, mais celui qui collabore à la mise en scène, et qui était pour moi une espèce de poste de l'ombre, ce qui me convenait bien, l'ombre, et aussi de la réflexion, puisque c'était l'idée du dramaturge à l'allemande, donc celui qui réfléchit aux enjeux, disons, politiques, littéraires aussi, donc du passage du texte au plateau. Donc je me suis mis en tête de devenir dramaturge et aussi je pense que j'étais absolument passionnée, non pas seulement par le théâtre mais aussi par la philo. Donc dramaturge, ça me semblait super, ça me permettait de continuer des études de philo avant d'aller faire ce métier. Et donc j'ai fait l'école du TNS en tant que dramaturge dans la section mise en scène dramaturgie. TNS, c'est Théâtre National de Strasbourg. Très bien. Donc l'école de ce théâtre, et où c'est le seul endroit où existe cette formation pour être dramaturge, et depuis, ça faisait pas si longtemps, en tout cas que quand je l'ai passé, ça faisait depuis l'arrivée de Stéphane Braunschweig, donc c'était une structure assez récente. Et quand je suis arrivée à l'école, en fait, j'avais eu beau faire du théâtre beaucoup avant, je m'étais jamais confrontée à des acteurs professionnels ou en voie de professionnalisation, du moins pas à ce point. Et j'ai découvert ce qu'était la direction d'acteurs. Et je pense que j'en avais une idée absolument fausse avant d'entrer à l'école. Je pensais que le metteur en scène dirigeait, contrôlait, allait dans le sens qu'il voulait uniquement. Or là, je me suis rendu compte que la direction d'acteur, il y avait quelque chose de l'ordre... Anne-Françoise Benamou parle du dramaturge comme psychanalyste qui regarde et qui dit ce qu'il voit. Et que c'est cette observation qui génère c'est parce qu'il se passe quelque chose que ça génère du sens. Et du coup, la direction d'acteur, je me suis rendu compte que c'était une recherche à deux. On dit des mots, mais qui vont résonner chez l'autre d'une manière qui n'est pas forcément celle qui résonne pour nous, en tout cas dans la mise en scène. Donc j'ai trouvé ça formidable, je me suis rendu compte que c'était une co-recherche, quelque part. Et donc j'ai commencé à diriger des acteurs. J'ai été poussée aussi par deux profs à l'école, donc Anne-Françoise Benamou qui lisait mes notes dramaturgiques, qui me disait de m'interroger quand même sur la mise en scène, puisque je pense que je parlais beaucoup de scénographie, de lumière, d'acteurs, et j'étais pas que dans le sens abstrait. Je refusais cette idée du dramaturge qui est au fond de la salle et qui ressemble à un Wikipédia, une espèce d'encyclopédie qui pourrait tout savoir. J'avais jamais envie d'être celle qui en sait plus, parce que je me disais que le savoir, il était pratique, il passait par le plateau. Et du coup, j'ai mis en scène un texte de Schimmelpfennig, une nuit arabe, à l'école. C'était ma première expérience, c'était assez génial à faire. Et à la sortie de l'école, j'ai été dramaturge pour beaucoup de metteurs en scène que j'avais rencontrés à l'école, Jean-Paul Wenzel, Joël Joanneau aussi, et puis Laurent Vacher que j'avais rencontré par un stage, puis David Lescaut que j'avais découvert grâce à la mousson d'été. Il se trouve que j'ai été dramaturge pour beaucoup d'auteurs metteurs en scène. D'accord. Et c'était un hasard. Et c'était le même moment où je découvrais vraiment l'écriture contemporaine, que je rencontrais des auteurs que j'adorais. Donc j'avais absolument pas l'idée de devenir moi-même autrice, puisqu'il y a déjà dans le passage de dramaturge à metteur en scène, il y avait un vrai chemin de légitimation pas évident. Ouais. Mais alors là, metteur en scène à auteur, c'était... Quand êtes-vous devenue autrice ? Il se trouve que j'ai mis en scène des romans. On n'est pas là pour disparaître d'Olivia Rosenthal, que j'ai voulu adapter
dans l'adaptation, elle m'a dit « attention, ne coupe pas à l'intérieur du paragraphe » parce que je m'étais un peu permis d'entrer trop dans la langue. D'accord. Donc j'ai fait un petit pas en arrière. Et ça pouvait dénaturer le texte ou le sens ? Je pense la langue, le rythme et donc le sens. Que du coup, pour elle, une adaptation de ce texte au plateau, c'était je prenais les paragraphes tels quels et j'en faisais un montage quelque part. Ouais. Et déjà, ça m'a montré que voilà, il y avait peut-être quelque chose où je rentrais trop dans l'écriture, mais c'était ça que j'aimais aussi. Et le texte d'après, j'ai voulu monter Jeunesse sans Dieu de Euden von Horvath, qui est un roman. Et là, je me suis dit, je touche pas la langue. Je coupe et je fais un montage. Et en fait, en faisant le montage, il y avait vraiment quelque chose qui dysfonctionnait. Parce que Jeunesse sans Dieu, ça se passe dans les années 30 en Allemagne, mais rien n'est nommé de l'époque. D'accord. Ce qui fait qu'à la lecture du roman, on peut vraiment se croire aujourd'hui. Bon, il y a vraiment... C'est possible. Avec une petite tentative d'effacement, quelque part, de certains indices. Mais sauf que quand on fait l'adaptation pour le plateau, en fait, toutes les années 30 réapparaissent. Tout le contexte historique réapparaît. Mm-hmm. C'est assez bizarre, mais c'est clair que le contexte ressurgit parce qu'on prépare le plateau. Et à ce moment-là, j'étais dramaturge pour Joël Joanneau, qui est auteur et metteur en scène, qui lit ça et me dit, clairement, de quoi tu veux parler ? Je lui raconte que moi, je veux raconter la jeunesse d'aujourd'hui, la difficulté à se projeter dans un monde libéral, à se dire, voilà, est-ce que j'ai envie d'en être ? Ou comment je fais pour ne pas en être ? Comment je fais pour déployer mes passions, même si je n'ai pas envie d'être dans cette idéologie libérale qui est quand même d'être le meilleur, d'être une idéologie du mérite qui ne me convenait pas. Et il me dit, vu ce que tu as envie de raconter, il faut que tu écrives. Et t'embête pas, écris... Comme ça vient. Voilà, et surtout écrit librement inspiré de Euden von Horvath. Donc tu gardes Euden von Horvath, c'est ta soupape, c'est ta source dramaturgique, ta base, ton cadre est écrit à l'intérieur. Et donc comme j'avais pas tout à fait prévu d'écrire, j'ai déjà repoussé la création d'un an et j'ai demandé aux acteurs si ça leur convenait de faire plusieurs résidences éparses. Et donc j'écrivais pendant une semaine, puis je les retrouvais, je réécrivais le matin, je leur donnais une scène à 14h, on cachait la scène, on cachait le texte et ils faisaient une impro à partir de ce qu'ils avaient lu, je réenregistrais l'impro, donc j'étais vraiment dans un truc à la fois d'adaptation et d'écriture de plateau pour trouver le chemin organique, parce que je me disais que par l'impro, j'allais trouver la sensibilité de l'écriture, ça allait m'empêcher d'être trop rationnelle, parce que aussi, mine de rien, mes études dramaturgiques faisaient qu'il y a un bon truc bien rationnel en moi, qui doit arriver dans un second temps, sinon ça casse tout le rapport à l'inspiration. Mais c'est compliqué, écrire de façon fragmentée, comme vous dites, ouais. Et surtout de manière à... Parce que vous privilégiez l'interaction, ouais. Et la recréation perpétuelle en fait d'un texte en vrai. C'est ça. Ça a été compliqué, mais ça a été une base pour la direction d'acteurs. D'accord. Parce que finalement, eux, en ayant accès à toutes les couches d'écriture, ils avaient accès à tout le dessous de l'iceberg. Qu'en est-il de la direction des acteurs ? La direction d'acteurs, quand on est face à un texte, c'est d'essayer de faire un travail d'exploration souterraine. Là, on l'a fait de manière pragmatique, par l'improvisation. Et ce qui était délicat, ce qui était dur, c'était de rester dans les pas de Horvath, parce qu'il y avait un cadre dramaturgique très fort, et en même temps d'actualiser tout ça. Donc on faisait un aller-retour constant, et pour le coup, le texte, il a été fini à la première du spectacle. Et encore, j'ai bougé des choses après la première. Ouais, d'accord. Donc c'était très très délicat comme travail. En même temps, j'ai eu l'impression, un peu comme les moines qui recopient, d'apprendre à écrire grâce à Horvath, parce que j'écrivais par-dessus lui. Ouais. Un côté palimpseste qui finalement faisait de cet auteur quelque part celui qui me transmettait quelque chose de l'écriture. Puis en plus, il a écrit 3 romans, sinon son théâtre est énorme. Donc j'avais bouffé tout son théâtre aussi pour pouvoir m'emparer de ça. Et c'est après ce spectacle que, vu que deux adaptations m'avaient amené à être dans une forme de réécriture, voire d'écriture, voire d'écriture de plateau. Là, je me suis dit que le spectacle d'après serait un texte que j'écris. Il y a besoin d'une confrontation. Il y a besoin d'une confrontation du texte à la mise en scène, du texte aux acteurs. Et finalement, l'écriture de plateau, parfois, c'est pas toujours le cas, peut gommer cet écart qui est assez source de créativité, en fait. Donc ça fait qu'au fur et à mesure, maintenant,
J'écris en amont. Et après, vous passez à l'écriture de plateau. Et après, je passe à la mise en scène. Maintenant, je continue les impros parce que l'improvisation, ça permet aux acteurs de creuser autrement que par la pensée. Parce que aussi en France, on a quand même une tradition très cartésienne, très rationnelle, qui fait que l'acteur est quand même souvent coupé de son corps. C'est une grosse difficulté. C'est-à-dire que du coup, il faut quand même repasser par le corps, et l'improvisation permet ça, plutôt que d'expliquer le texte. Et c'est vrai que comme j'écris le texte, j'ai une grosse tendance à l'expliquer aux acteurs, ce qui n'est pas toujours juste, parce que ça les amène à tout comprendre là où il faudrait vraiment le comprendre physiquement. Donc quand j'ai le temps de cette recherche qui passe par l'impro, ça donne toujours quelque chose de plus sensible. Dans votre livre « Les petits pouvoirs », ainsi que dans L'Araignée, publié par le Théâtre Ouvert, il est question de rapport de force, au travail notamment. Votre écriture est-elle une forme d'engagement ? Oui, je crois que, en tout cas, dès le premier spectacle, j'avais besoin de poser des questionnements politiques, vraiment du point de vue de l'intime. Je pense que... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que ça interroge des valeurs politiques. J'ai besoin d'interroger ça, absolument. Quand j'ai commencé à écrire Les petits pouvoirs, c'était parce que j'avais l'impression que la parole n'était pas suffisante pour travailler ces questionnements politiques, que dès qu'on entrait, que la parole discursive, elle nous est glissée sur le féminisme. C'est vraiment très difficile de se faire entendre. Et je me disais, par les scènes de théâtre, peut-être que j'arriverais à me comprendre moi-même et à me faire comprendre quelque part. Et la fibre sociale, c'est arrivé petit à petit, quelque part par chance, parce que c'est un directeur à Montbéliard qui m'a proposé, dès ma première création, de faire des créations participatives. Il m'a dit, c'est pas obligatoire, nous on t'accompagne en prod. C'est-à-dire c'est le théâtre. Ouais. Mais qui a le rôle de l'éditeur quelque part, ou non, pas du tout, c'est pour la mise en scène aussi. Là, c'était pour la mise en scène, c'est-à-dire un théâtre qui m'a demandé de faire des actions culturelles. D'accord. Sauf que ils avaient quelque chose qui est formidable, ils avaient appelé ça la plateforme créative. C'était vraiment 4-5 personnes qui étaient des RP++, c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient à peine sur le fait de remplir les salles pour les spectacles, travaillaient sur le lien de leurs artistes au territoire. Et donc, j'avais environ 70 heures, ce qui est énorme pour un atelier, pour travailler avec des jeunes gens. Et du coup, je suis passée par l'écriture de plateau avec ces jeunes gens. J'ai pu faire venir mon éclairagiste, faire venir mon créateur son pour pouvoir travailler les impros avec eux, en passant par le sensible. Et du coup, alors que ça faisait 2 ans que j'étais sortie de l'école, je me sentais toute petite, pas du tout justement légitime pour être dans la transmission. Au contraire, je pense que ces créations participatives, d'abord avec des lycéens, puis avec des mineurs isolés, donc des étrangers en classe UPE2A, ça m'a nourrie. Je pense que j'ai appris auprès de ces jeunes gens à la fois l'écriture et le positionnement politique, parce que quand on est adolescent, on est positionné. Quand on est adulte, des fois, on se perd un peu, on est obligé de faire des compromis avec la vie. Les ados, ils sont droits dans leur basket, et je pense qu'ils m'ont appris à la fois l'écriture, je pense un truc de lâcher prise, et ce positionnement qui est devenu de plus en plus nécessaire à force de rencontrer des gens. C'est compliqué pour moi de ne pas être politique dans un texte. Pourquoi avoir choisi le Japon comme toile de fond pour le décor des petits pouvoirs ? C'était vraiment un moment de ma vie. Les petits pouvoirs, c'est né un jour d'un besoin d'écrire. Donc très vite, il y a eu de la narration, alors que d'habitude, je pose un cadre de problématiques dramaturgiques hyper fort pendant longtemps avant d'entrer dans la fiction. Là, la fiction, je suis entrée dedans tout de suite. J'ai été inspirée par les rapports de pouvoir dans le théâtre. J'avais pas du tout envie de parler du milieu du théâtre, mais j'avais vraiment beaucoup de matière, et j'en ai encore de plus en plus, c'est trop, à utiliser. Et je pense que dans le théâtre, on supporte beaucoup de choses parce qu'on a la perspective de la création à venir. Et j'ai l'impression ma question était, qu'est-ce qui fait qu'on accepte des situations qui devraient être insupportables ? Qu'est-ce qui fait que ça se normalise, que ça se banalise, qu'on subit un harcèlement sexuel en se disant non mais je vais y arriver à passer outre. Et donc l'architecture s'est un peu invitée d'elle-même, parce que j'imaginais le personnage principal perdu, elle-même dans un labyrinthe, et donc perdue dans des plans. Et je lisais par ailleurs des bouquins sur je lisais Murakami. J'étais
quand je lisais Kafka sur le rivage, je prenais en note ce souvenir que cet auteur s'autorise à parler à la fois de choses sociales, mais aussi de sexualité, de bouffe, de transit intestinal, enfin il y a tout. Et donc ça montre que dans certaines écritures, on ne s'autorise pas à penser qu'il y a des toilettes aussi à côté de la scène. Donc j'étais marquée par Murakami. Mon compagnon de l'époque était au Japon, était fasciné par le Japon. Et donc j'ai commencé à écrire sur des personnages fascinés par le Japon, qui, parce qu'ils sont fascinés par le Japon, acceptent ce qu'ils vivent là en France dans un huis clos. D'accord. Donc c'était l'ailleurs. Et je crois que j'ai été marquée aussi par ces îles qui se... Nonsen, qu'est-ce que c'est alors un nonsen pour l'auditeur? Alors ça, je l'ai découvert après parce que quand j'ai commencé à écrire, j'étais pas encore allée au Japon. Puis 6 mois plus tard, je suis partie pendant 1 mois. Et je pense que ma première arrivée au Japon, c'était vraiment de me dire... Bon, je suis pas tout à fait dépaysée. Au bout d'une semaine, tous mes repères étaient sans dessus dessous. Donc j'ai vécu 1 mois, avoir l'impression d'être en surface avec ce pays, à pas rentrer dans la culture. Et les seuls moments où je me sentais un peu unifiée, c'était les moments où j'allais dans ces onsen ou ces rotonbiro ou ces sento. C'est les bains d'eau chaude. Donc les onsen, c'est les bains d'eau volcanique. Les sento, c'est les bains publics. En fait, il y a vraiment cette idée au Japon d'aller se baigner dans les bains publics où en fait on se douche avant et le moment du bain, c'est un moment où on est très propre et où on se laisse, on se laisse aller. C'est un moment de détente. Et les bains volcaniques, c'est des sources thermales quelque part. Et les rotenburo, c'est encore autre chose. C'est les bains chauds en extérieur, donc où vous êtes entouré de la neige, par exemple. C'est incroyable. Et c'est un voyage, cet état second, on va dire. Ouais. Avec la matière, déjà, qui favorise aussi le lâcher-prise. Ouais. C'est comme un dialogue plus intime, ça permet un dialogue plus intime avec la conscience. Oui, je pense, ouais. Oui, avec l'inconscient. Avec l'inconscient, oui, bien sûr. Et surtout qu'il y avait... j'avais entendu parler de ce mouvement des évaporés, puisque j'avais travaillé sur la disparition dans un autre spectacle. Et au Japon, on parle... il y a un mouvement d'évaporation, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Il y a eu une culture du suicide, le harakiri, ou seppuku, qui a été un peu perdue, heureusement, quelque part, mais qui s'est transformée en disparition. Beaucoup de gens, parce qu'il y a une honte sociale, d'ailleurs beaucoup après la crise économique, quittent leur milieu, quittent leur famille, d'un coup, et ne réapparaissent pas. Et on dit que la plupart de ces gens partent dans les sources thermales du mont Fuji et qui disparaissent dans les vapeurs des bains chauds. Donc il y a un rapport très fantomatique, très mystique à ces bains. Et puis évidemment, le shintoïsme du Japon est très animiste. Donc on le voit un peu dans les films de Miyazaki, où un objet peut être mobile, a une forme d'âme, il y a une discussion avec... Et du coup, dans ces endroits de bain chaud, j'avais vraiment l'impression d'être entourée de fantômes. Et je pense que je me sentais entourée des fantômes aussi de la personne avec qui j'étais au Japon. Donc voilà, on est marqué partout par une recherche et puis par ce qui nous arrive intimement. Charlotte, c'est parti pour la lecture. On va lire le prologue des Petits Pouvoirs avec 2 personnages qui se retrouvent dans l'agence d'architecture parisienne Nao. Et vous allez lire Diane et je vais lire Benoît. T'appeler? Oui. T'interviewer? Oui, non plus. Tu sais ce que c'est? Oui, c'est le nom de l'architecte. Et puis celui de son agence. Ça m'a touché que tu me cites pour dire que je t'avais aidé. Tu n'étais pas sur la partie technique. Benoît. Oui, j'aurais dû dire qu'on l'avait co-conçu, à 2. Éventuellement. Tu sais ce que c'est? Ils ont besoin d'une figure et toi, tu n'es pas là comme moi, tout le temps. En effet. Et l'espace, c'est important. Là où je me trouve dans l'espace est bien plus important que mon investissement. Tu cherches la merde? Tu as raison. Combien de fois par jour je te dis à quel point tu m'es précieuse? Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Je sais ça, tu ne pourrais pas. Tu n'es qu'une forme sans fond. Le fond, c'est moi. Mais c'est toujours toi en vitrine. Tu présentes mieux. Regarde comme tu es sexy dans ton petit pull noir. Je me suis pas rendu compte. C'est que cette maison japonaise, là, en Normandie, je me suis sentie très seule. Si ça ne tenait qu'à moi. Je sais, Benoît. C'est fini. Je vais les rappeler tout de suite. Tu m'entends? C'est fini, je te le promets. Ils feront un erratum dans le prochain numéro. Écoute-moi. Ça sera déjà ça. Laisse-moi je suis désolée. finir. Mais je te laisse finir. Non, tu ne me laisses pas finir. C'est quand même fou, on ne peut pas parler. Parle. Diane, de quoi tu veux parler? Parlons. Non? Bon.
Maintenant, on va aller de l'avant. C'est seulement de la pub pour les clients. Parce que quand ils viennent, les clients, c'est pas ta pomme qu'ils croisent. C'est la mienne, dans mon petit pull noir à col roulé. Oui. 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 Charlotte Lagrange a reçu une aide à la création en 2020 pour l'écriture de son texte « Les Petits Pouvoirs », publié par le Théâtre Ouvert. Le Théâtre Ouvert a déjà publié une série de tapuscrits engagés en mettant en avant de jeunes auteurs qui défendent un propos de société musclé.